Je vous souhaite le bienvenue dans ce webinaire de l'Agence de la santé publique du Canada intitulé Planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19. Je m'appelle Stéphane Hardy, je suis modérateur de ce webinaire. Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, le CCNMI, est financé par l'Agence de la santé publique du Canada, l'ASPC, et propose des ressources en application des connaissances afin d'informer les politiques et programmes de santé publique partout au pays. Je tiens à souligner que le CCNMI est situé sur les terres faisant partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et qui sont au cœur de la nation métisse de la Rivière-Rouge. Le CCNMI tient au respect des traités qui ont été conclus relativement à ces terres, reconnaît les préjudices et les erreurs du passé et s'engage à aller de l'avant en partenariat avec les collectivités autochtones dans un esprit de réconciliation et de coopération. D'abord, quelques détails d'ordre pratique. Nous diffusons ce webinaire à l'aide de la plateforme Zoom. Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez écrire à nccid@humanitoba.ca et on fera de notre mieux pour vous aider. Vous constaterez que la boîte de chat a été désactivée. Pour poser des questions concernant la thématique de ce webinaire, s'il vous plaît, cliquez sur l'onglet « Questions et réponses » au bas de votre écran. Je vous invite à prendre un moment pour localiser l'onglet « Questions et réponses ». Vous pouvez soumettre vos questions à tout moment durant ce webinaire. Songez aussi à aimer les questions soumises à notre conférencière ou à nos experts invités, car cela augmente les chances que l'une ou l'autre question soit abordée lors de la séance de questions et réponses. Enfin, sachez que l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les diapos de la conférencière seront mis à disposition sur le site web du CCNMI suite à cette présentation. Ce webinaire est composé de deux parties. Dans la première partie, notre conférencière fera son allocution au moyen d'un enregistrement vidéo. Ensuite, trois experts invités se joindront à notre conférencière pour une séance de questions et réponses en direct. Avant de passer au vif du sujet, voici quelques mots sur les personnes présentes avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Anne Lebanz, notre conférencière, est infirmière autorisée et gestionnaire dans la section préparation aux pandémies et interventions au sein de la Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses de l'ASPC. Parmi nos experts invités, qui nous proviennent également de l'ASPC, on peut compter Mme Pascale Saint-Louis, qui est infirmière de formation et conseillère primaire de l'unité des instruments biomédicaux de la Réserve nationale stratégique d'urgence. Ensuite, le colonel Serge Ménard est directeur de la distribution des vaccins. Le colonel Ménard fait partie de l'équipe du major général Fortin qui coordonne la mise sur pied du plan détaillé de distribution des vaccins, notamment l'acquisition d'équipements de congélation et de réfrigération pour renforcer la chaîne d'approvisionnement, la mise sous contrat des fournisseurs de services logistiques et l'établissement de centres national des opérations pour être en mesure de coordonner la distribution des vaccins avec les provinces et territoires. Enfin, la Dr. Brianna Wachowski est conseillère médicale au programme d'immunisation qui se trouve au sein du Centre de préparation à l'immunisation. Avant de passer à la conférence de Mme Lebanz, je vous rappelle que ce webinaire se déroule en direct et fait l'objet d'un enregistrement qui sera publié sur le site web du CCNMI suite à cette présentation. Pour poser des questions à notre conférencière ou à nos experts invités, cliquez sur l'onglet « Questions et réponses » au bas de votre écran. Vous pouvez également aimer une question déjà posée afin d'augmenter les chances que celle-ci soit abordée lors de la séance questions et réponses. Regardons la vidéo. Bonjour, je voudrais remercier le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses pour tous leurs efforts envers la réalisation de ce webinaire. J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer et cette présentation fut enregistrée le 18 février
2021. L'objectif de cet webinaire est d'accroître l'état de préparation en vue de planification de la tenue des cliniques de vaccination contre la COVID-19. Il y a beaucoup de sujets à couvrir aujourd'hui, donc je vais passer vite à travers cette liste de sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Le sommaire, c'est les étapes clés de l'entreposage, de la manipulation des vaccins, le choix du site de la clinique, les paramètres de planification, la formation du personnel, la prévention et contrôle des infections, les fournitures, la gestion des données, les urgences médicales, la communication, l'évaluation et les ressources supplémentaires. Les cliniques de vaccination sont conçues pour vacciner un grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Elles doivent être le plus efficaces possible. C'est important que le public ait confiance au vaccin et à la clinique pour assurer ce bon fonctionnement-là. La prévention et le contrôle des infections sont très importants, surtout dans le contexte de la COVID-19. Et cette présentation contient des suggestions et des idées qui peuvent être adaptées aux réalités locales. Ce sont des idées ou des suggestions, mais c'est vraiment à vous de l'ajuster à votre réalité. Et la présentation est fondée sur le guide de planification des cliniques de vaccination contre la COVID-19 qui est disponible en ligne avec l'Agence de la santé publique du Canada. Il y a plusieurs mécanismes de mise en œuvre de cliniques. Il n'y a pas seulement les cliniques de vaccination en masse qui servent à immuniser le public. Les autres exemples sont les cabinets de fournisseurs de soins de santé, comme les cabinets de médecins, les bureaux d'infirmières praticiennes ou de santé publique, les pharmacies, les cliniques en milieu de travail, les hôpitaux, les maisons de soins de longue durée, les refuges, les foyers collectifs et les établissements correctionnels, et les cliniques mobiles, les visites à domicile et les cliniques accessibles à pied, en voiture ou aménagées dans un stationnement. Les étapes clés de l'entreposage et la manipulation des vaccins. Donc ici, vous voyez que c'est un tableau qu'on démontre les deux vaccins qui sont présentement disponibles au Canada, le Pfizer-BioNTech et le Moderna. Donc, je passe à travers le tableau ligne par ligne. En premier, c'est l'entreposage. Le Pfizer-BioNTech, ce vaccin-là est entreposé entre moins 80 et moins 60 degrés centigrades, tandis que le Moderna est entre moins 25 et moins 15 degrés centigrades. Et celui-là, le Moderna, ne faut pas l'entreposer sur la glace sèche. Le transport, c'est préférable de transporter le Pfizer-BioNTech dans l'état ultra congelé ou décongelé à une température se situant entre plus 2 et plus 8 centigrades. Et c'est très important d'éviter de secouer le vaccin une fois décongelé. Le vaccin est très fragile, donc c'est très important. Et pour le Moderna, là aussi, c'est idéal de le transporter à l'état congelé, de préférence, mais ça peut être transporté à l'état décongelé entre plus 2 et plus 8 degrés centigrades. Et encore, il faut éviter de secouer une fois décongelé. La dilution pour le Pfizer-BioNTech est 1,8 ml de chlorure de sodium à 0,9% fourni par le Centre national des opérations. Tandis que le Moderna, il n'y a pas de dilution. La conservation au réfrigérateur pour le Pfizer-BioNTech est de 5 jours entre plus 2 et 8 degrés centigrades. Et le Moderna peut être conservé au réfrigérateur pour 30 jours entre ces mêmes températures. L'utilisation après la première perforation pour le Pfizer-BioNTech, c'est jusqu'à 6 heures après que la dilution a été faite, tandis que Moderna, c'est 6 heures après la première perforation. Le temps de conservation maximal à température ambiante est jusqu'à 8 heures pour le Pfizer. C'est 2 heures avant l'ajout du diluant et jusqu'à 6 heures après l'ajout du diluant. Tandis que Moderna, c'est jusqu'à 12 heures à la température ambiante, mais seulement 6 heures après la première perforation du flacon. Le pré-remplissage de la seringue, c'est stable pendant 6 heures après la dilution du flacon pour Pfizer
Et pour Moderna, c'est 6 heures aussi, mais après la première perforation. Les doses par flacon, le Pfizer est 6 doses par flacon, tandis que le Moderna est de 10 doses par flacon. La posologie est 0,3 ml pour le vaccin Pfizer-BioNTech et 0,5 ml pour Moderna. La seconde dose, c'est selon les recommandations locales pour les deux vaccins, mais pour Pfizer, c'est au moins 19 jours et Moderna, c'est de au moins 21 jours. Les conseils clés pour l'administration des vaccins, c'est qu'en premier lieu, le port de gants n'est pas recommandé, sauf si les mains présentent des lésions. Et dans ce cas-là, c'est probablement préférable que la personne ne travaille pas dans une clinique de vaccination parce qu'elle aura à fréquemment laver ses mains. Donc, c'est peut-être pas idéal d'avoir des lésions aux mains. L'autre indication pour le port des gants serait si le vaccin est administré par voie orale ou intranasale, qui n'est pas le cas à ce moment parmi les vaccins qui sont approuvés au Canada. L'utilisation du désinfectant pour mains à base d'alcool avant et après l'administration des vaccins est important. Vérifier que la seringue ne contient pas de particules, que la solution n'est pas décolorée, que la dose est correcte et que le vaccin n'est pas froid pour les deux vaccins Pfizer et Moderna. Il faut utiliser un tampon d'alcool et le laisser sécher avant d'insérer une aiguille à chaque fois qu'une dose est retirée. Et lorsque ça vient à l'administration du vaccin aux clients, il ne faut pas tirer sur le piston. Ça cause des délais à la clinique et peut causer des malaises chez l'individu. Et ne pas, c'est important au point de vue de prévention des blessures, c'est ne pas déposer l'aiguille usagée sur le poste de travail. C'est d'enclencher le dispositif de sécurité si nécessaire et le jeter immédiatement dans un contenant pour objet pointu et tranchant. Ici, vous voyez un diagramme. C'est juste pour faire la révision de l'injection par voie intramusculaire. Vous voyez le diagramme que sur le bras, il y a le triangle à l'envers qui est ombragé en gris. Ça, c'est le site d'injection par voie intramusculaire. C'est d'administrer dans la partie centrale et la plus épaisse du muscle du deltoïde, au-dessus du niveau de l'aisselle et environ 2 à 3 largeurs de doigts dessous l'acromion, comme indiqué au schéma. Puis ça, c'est vraiment pour éviter des lésions ou des blessures à l'individu pendant l'injection. Les modifications de dose par flacon pour le vaccin Pfizer-BioNTech, vous en avez peut-être entendu dans les nouvelles dernièrement. Santé Canada a récemment autorisé la modification du nombre de doses par flacon pour le vaccin de Pfizer-BioNTech qui passe de 5 doses à 6 doses par flacon. Et le volume de vaccin dans le flacon est de 0,45 ml, auquel on ajoute 1,8 ml de saline normale pour un volume total de 2,25 ml. Les méthodes pour assurer d'obtenir 6 doses par flacon pour le vaccin Pfizer-BioNTech, tel que mentionné, 1,8 ml de diluant est ajouté au flacon et chaque dose est de 0,3 ml. Utiliser une seringue à 1,0 ml permet de préparer une dose de 0,3 ml par patient. Assurer qu'il reste peu de vaccin dans le matériel d'injection et pour y arriver, il est recommandé d'utiliser des seringues et ou des aiguilles à faible volume mort, ce qui limitera le volume de vaccin laissé dans la seringue ou l'aiguille. Une quantité suffisante de seringues à faible volume mort a été achetée par l'Agence de la santé publique du Canada et seront distribuées. Il faut assurer peu de gaspillage lors du remplissage de la seringue et pour en faire, vraiment, c'est de laisser l'aiguille dans le flacon au moment d'ajuster la dose ou d'expulser les bulles d'air. Afin d'assurer une efficacité, c'est bon d'affecter le même fournisseur de soins de santé au remplissage des seringues dans la mesure du possible. C'est considéré une bonne pratique. Donc, maintenant,
c'est le choix de la clinique. Les cliniques peuvent être fixes ou mobiles, mais ce qui est important de considérer, c'est d'avoir un grand espace ventilé, bien ventilé, et ceci, c'est en raison de la COVID-19. Et en plus de ça, c'est d'assurer d'avoir un vaccinateur par table, seulement un vaccinateur. Donc, pour cette raison, c'est important d'avoir un espace qui est assez grand. Avoir une circulation de sens unique d'entrée et de sortie dans la mesure du possible aide à prévenir des congestions. Donc, ça aussi, ça aide au mouvement de la clinique. Être accessible aux personnes handicapées, d'avoir un grand stationnement pour les automobiles. La première impression des clients est importante. Donc, il est préférable d'éviter la congestion, la frustration dès l'arrivée des clients, parce que ça, en soi-même, peut augmenter leur stress inutilement. Il faut que le lieu de la clinique soit accessible par les transports en commun. Il faut avoir une bonne infrastructure en place, l'éclairage, les salles de bain, les connexions Internet. En cas de file d'attente à l'extérieur, c'est d'envisager un système de chauffage et un abri contre les intempéries. De situer les cliniques là où les populations ayant des besoins les plus importants ou à risque élevé ont accès. Divers emplacements sont possibles, comme les écoles, les collèges et universités, les magasins vacants, les centres communautaires, les arénas. Il y a vraiment une gamme d'endroits où on peut avoir des cliniques. Ici, vous voyez un schématique qui représente un exemple de modèle de circulation des clients lors d'une clinique. La boîte grise au fait, c'est l'aire de stationnement, la première arrivée du client. Là, c'est important d'avoir des préposés d'aire de stationnement qui aident à la circulation et à l'arrivée. Ensuite, ça, c'est l'entrée à la clinique. Puis ça, on recommande que ça soit surveillé par un agent de sécurité. Les accompagnateurs, la boîte verte au milieu, c'est là où le dépistage de la COVID et l'admissibilité à la clinique se fait. Si le client est non admissible, c'est de diriger le client envers la sortie le plus près pour éviter une circulation inutile de la clinique. Mais si le client est admissible, l'inscription qui est en orange, veille à ce que le formulaire de consentement soit rempli et que les questions du client peuvent être répondues. C'est une instance, là. Ensuite, c'est de diriger le client envers la zone d'attente de la vaccination. Ça peut être à l'intérieur. Si c'est le cas, c'est d'assurer que ça ne devient pas trop achalandé à cet endroit, ou ça peut même être dehors dans un véhicule et qu'un préposé puisse signaler aux individus d'assurer une communication que le client peut entrer à la clinique une fois que son tour est arrivé. Au centre du diagramme de ce schématique ici, la zone de vaccination. Là, on voit que les vaccinateurs procèdent à l'évaluation et à la vaccination même. Et chaque vaccinateur doit avoir sa propre table, comme déjà mentionné, et que les tables soient distancées au moins 2 mètres un de l'autre pour éviter les contacts inutiles. Après la vaccination, le client s'en va au bas s'en va à la zone d'attente après la vaccination, au bout de ce schématique. Ça, l'attente peut être à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'extérieur, ça peut être dans le véhicule du client ou ça peut être à l'intérieur dans un grand espace où les clients peuvent être distancés l'un de l'autre. Ce qui est important, peu importe le lieu, c'est qu'il y ait une supervision par des surveillants de zone qui ont accès à des professionnels de la santé aux besoins. Sur à gauche de ce schématique ici, qui
qui ont les boîtes qui ne sont pas colorées. Il y a trois lieux. Il y a l'approvisionnement des vaccins, là où le mélange se fait, et l'entreposage. Ça, c'est fait en arrière d'une cloison de séparation, car juste de voir les vaccins qui sont en train d'être mêlés peut provoquer l'anxiété chez les clients. Donc, c'est préférable qu'il y ait une séparation. Il y a la table du centre qui est la collecte des données, la fourniture non liées au vaccin. Et au bas du schématique, on voit l'endroit des premiers soins, là où contient les tapis d'urgence et la surveillance par le soutien médical et le chef d'équipe clinique. Si les patients ont besoin d'être allongés pour leur vaccination, c'est là où on les apporterait. Puis encore une fois, il y a une cloison de séparation qui prévient la visibilité et permet à la confidentialité de ce qui se passe dans cet endroit. Ici, on a des photos qui nous sont offertes par Alberta Health Services. On aimerait bien les remercier pour ceci. Vous voyez que c'est le même genre de déroulement de clinique. Droite, vous voyez monsieur, mais ça c'est le centre d'accueil. Il y a un bon éclairage, il y a des indicateurs sur le sol pour diriger la circulation. Ici, vous voyez les tables, là où les vaccinateurs reçoivent les clients avec un seul vaccinateur par table. Et ici, c'est l'aire d'attente par groupe de 2 ou 3. Et ils sont bien espacés et pour assurer une distanciation post-vaccination. Ici, vous voyez qu'il y a divers genres d'équipements. Il y a le réfrigérateur à vaccin, le congélateur pour les blocs réfrigérants et le congélateur à ultra basse température. Donc, pour la planification des effectifs, le nombre de personnel à vacciner par clinique peut dépendre de plusieurs choses. En premier, c'est le nombre de doses de vaccins disponibles et ensuite, qui est admissible. Pour organiser ou planifier les cliniques, il faut penser au nombre de doses qu'un vaccinateur peut donner par heure, donc le taux de vaccination, le nombre de vaccinateurs par clinique, puis ça peut être limité par la taille de la clinique ou le nombre de personnel disponible. La durée de chaque clinique, si les cliniques sont d'une courte période versus qu'ils sont plus allongés, plus que 6 heures, parfois même pour compter 2 équipes dépendant de la durée de la clinique. Il y a le nombre de cliniques par jour et par semaine et d'envisager à tenir certaines cliniques en soirée et en fin de semaine. Une chose à tenir en tête, c'est que les cliniques de longue durée peuvent fatiguer le personnel et, tel que mentionné, d'avoir peut-être plus qu'une équipe peut aider à minimiser les erreurs. Le premier facteur à considérer pour les cliniques, c'est le nombre de vaccins par vaccinateur. Si les formulaires de consentement sont remplis, si les clients affluent continuellement à la clinique et si les seringues sont pré-remplies, on estime environ 14 vaccinations par heure. Si les seringues ne sont pas pré-remplies, on estime entre 10 à 12 vaccinations par heure. Et si les seringues ne sont pas pré-remplies et en plus qu'il faut faire un mélange, là, on estime environ de 9 à 11 vaccinations par heure par personnel qui vaccine. Il y a des temps où on estime moins de vaccinations. Ça, c'est pendant les premières cliniques, lorsque le personnel est moins habitué. Et on peut augmenter le débit à vacciner plus pendant une clinique lorsque le personnel est plus expérimenté et qu'il n'y a pas de jeunes enfants. Dans une clinique ouverte au public pendant 6 heures, avec une pause de 30 minutes par personnel, et si les seringues sont pré-remplies, on peut vacciner 1000 personnes avec 13 vaccinateurs ou 450 personnes avec 6 vaccinateurs. Et ça, c'est sous des conditions idéales à tenir en tête.
Les effectifs pour les sources de vaccinateurs, il y a les infirmières en santé publique, les infirmières et médecins communautaires, les infirmières et médecins hospitaliers, il y a des agences, les pharmaciens, le personnel paramédical, les étudiants de ces professions, les dentistes, les personnes retraitées dans les groupes ci-dessus. Dans les petites communautés autochtones ou rurales isolées, il faut envisager l'annulation des activités non urgentes au sein du centre de santé ou poste de soins pour augmenter les effectifs. Il faut envisager le partage du personnel entre les communautés et même envisager des équipes de vaccination mobiles. Je vais prendre un peu de temps à parler du pré-remplissage des seringues. Ceci, ça contribue au bon fonctionnement de la clinique. Ça dépend de la stabilité du vaccin dans une seringue. Et il faut juste porter attention aux 6 heures après la première injection du flacon. Il est préférable qu'un seul produit avec un seul numéro de lot soit utilisé à la clinique pour éviter des erreurs de transcription et autres. Et peut être fait par le vaccinaire, la pré-remplissage peut être fait par le vaccinateur ou par les prestataires de soins de santé spécialisés. C'est préférable d'avoir un personnel distinct car cette personne peut développer une efficacité à retirer le nombre maximum de doses du flacon. S'il faut mélanger un diluant ou un adjuvant, il est recommandé d'affecter un prestataire aux soins de santé à cette tâche. Si un personnel distinct est affecté au pré-remplissage, c'est bon d'utiliser des coursiers pour acheminer les vaccins aux vaccinateurs. Et ces coursiers peuvent même donner de la rétroaction aux pré-remplisseurs pour leur donner une idée des besoins de seringues pré-remplies. C'est important de ne pas pré-remplir une quantité plus que nécessaire de seringues pour assurer le bon fonctionnement de la clinique. Puis, c'est vraiment de le faire au fur et à mesure que la clinique se déroule. Puis, c'est très important de veiller à arrêter le pré-remplissage avant la fin de la clinique pour éviter le gaspillage et d'avoir un plan pour utiliser les doses restantes à la fin de la clinique afin d'éviter le gaspillage. Si le mélange est nécessaire, on estime qu'un préposé au pré-remplissage des seringues pour 3 vaccinateurs ou un préposé au pré-remplissage des seringues pour 4 vaccinateurs lorsqu'il n'y a aucun mélange nécessaire. Ça prend un petit peu moins de temps. Les autres membres du personnel de la clinique, il y a les chefs de clinique ou les personnes en charge qui sont responsables de la clinique, la formation, la supervision, le dépannage, les médias. On recommande au moins 2 par clinique parce qu'ils seront en demande. Et même 3 pour les plus grandes cliniques parce que ce sont des gens qui seront très occupés. Il y a les coursiers, comme j'ai mentionné, le personnel d'accueil et de soutien administratif qui peut même veiller un œil sur les fournitures, assurer qu'il y en a amplement de disponibles pour les diverses stations. Le personnel de soutien médical qui peut répondre aux questions des clients et aux problèmes médicaux s'ils sont sur place ou peut être disponible à distance par téléphone. Le personnel de soutien clinique spécialisé sont là pour assurer la gestion de la chaîne froide, la prévention et le contrôle des infections, la santé et la sécurité du travail et répondre aux questions des clients. Les agents de sécurité, on recommande d'envisager 2 par clinique et après que le clinique soit débuté, si un est nécessaire, ça sera vraiment au chef clinique à déterminer qu'est-ce qui est le bon nombre. Il y a le personnel d'entretien ménager et un traducteur selon là où les langues principales des clients. Le rôle du personnel et des bénévoles et des autres prestataires, il y a les préposés de station, les préposés à l'accueil, les surveillants de déroulement et les surveillants de l'aire d'attente de post-vaccination. Et ces derniers c'est important d'avoir accès au personnel de santé au cas où il y a une réaction post-vaccination.
Les sources de personnel ou bénévoles, ben, il y a les organismes bénévoles communautaires, les entreprises locales, le grand public, les centres de bénévoles dans les systèmes hospitaliers, les militaires, la Croix-Rouge. Il y a vraiment diverses options pour aller chercher des bénévoles. Le personnel pour soutenir la planification et la logistique, ça, c'est les gens qui travaillent à l'arrière-plan. Il y a beaucoup de travail à faire pour assurer qu'une clinique se passe bien. Il y a les responsables de la campagne de vaccination, le soutien médical, les ressources humaines, les finances, la logistique, les assistants d'administration, les épidémiologistes, le soutien à la base des données, le soutien à la TI, les fonctions de soutien spécialisées comme la prévention et le contrôle des infections, la gestion de la chaîne froide et les chargés de communication. La formation des personnels et des bénévoles peut prendre divers formats. Avant la COVID-19, ça aurait été fait en grand groupe. Mais puisque nous sommes dans l'état de COVID-19, il faut innover d'autres moyens à livrer cette formation. Il y a les webinaires en ligne, les modules d'apprentissage, les questions et réponses. Le matériel peut être fourni par écrit. Les étapes précédant le démarrage de la clinique peuvent se faire virtuellement avant la clinique. Ça peut se faire en personne, mais il faut toujours faire attention au rassemblement, d'assurer l'éloignement physique et que les gens portent l'équipement de protection individuelle et de ne pas projeter la voix trop fort parce que ça émet plus de particules dans l'air. L'observation étroite par les chefs de clinique est important et même un système de jumelage par les nouveaux vaccinateurs, ça c'est rassurant aussi. Il y a des provinces qui exigent la certification de vaccination pour les vaccinateurs. Il y en a divers. On sait que la Société canadienne de pédiatrie a une formation en ligne. Et le bilan post-clinique pour tirer des leçons de l'expérience est une autre façon d'assurer que le personnel est bien informé. Il y a 3 niveaux de formation. Il y a les questions administratives pour tous, les établissements des horaires et les modalités de changement d'horaire, les feuilles de temps, l'habillement, ces détails comme ça. Il y a les renseignements utiles pour tous, comment la clinique sera organisée, comment ça va se dérouler, les responsabilités et les rôles de tous, les mesures de prévention et contrôle d'infection, c'est important pour tout le personnel et bénévoles. La protection des renseignements personnels et la confidentialité est une détail important à parler avec tous les participants. Et la sensibilité culturelle et réponse à des besoins divers aussi. Il y a la formation propre à chaque rôle, comme les prestataires de soins de santé, les assistants administratifs et les bénévoles et autres membres du personnel. Pour ce qui est de la formation propre aux prestataires de soins de santé, les détails qu'on voudrait s'assurer de toucher, c'est les informations sur la COVID-19 et les vaccins disponibles, les stratégies pour la gestion de douleurs et les craintes parmi les sujets vaccinés. C'est très important d'assurer d'amoindrir l'anxiété des clients parce que des clients anxieux peut retarder le déroulement de la clinique. Donc, c'est vraiment d'aider de les sentir à l'aise autant que possible en répondant toujours à leurs questions. L'évaluation de l'aptitude à consentir est un autre sujet à couvrir. L'obtention du consentement éclairé, les conseils aux clients et détermination des contre-indications, les conseils post-vaccination tels que les réactions adverses possibles, les effets secondaires et l'importance de revenir pour le prochain rendez-vous. La préparation et l'administration des vaccins. Il faut aussi
offrir une formation sur la documentation appropriée pour la clinique et pour le carnet du patient. Il faut aussi assurer une formation pour l'identification et la prise en charge du client susceptible de s'évanouir et la prise en charge des cas d'évanouissement et d'anaphylaxie. Il y a la prévention et traitement des blessures par piqûre d'aiguille, l'entreposage et la manipulation appropriée des vaccins contre la COVID-19, parce qu'il y a des particularités avec les divers vaccins, y compris la glace sèche si nécessaire. Et aussi important, c'est une séance de rappel sur la réanimation cardio-pulmonaire au besoin. Maintenant, la prévention et le contrôle des infections, c'est important d'éviter la transmission de la COVID-19 pendant l'administration des vaccins, évidemment. C'est ça le but total, vraiment le but global. C'est de tenir la clinique dans un grand espace bien ventilé, réduire au minimum l'achalandage et le temps passé à la clinique, et si possible d'avoir un système de rendez-vous. Maintenir l'éloignement physique, assurer que le client reste à 2 mètres des autres personnes en dehors de son foyer. Installer des barrières physiques dans les aires d'inscription. De placer les tables de vaccination espacées et d'avoir un seul vaccinateur par table. D'effectuer un dépistage passif et actif à l'entrée de la clinique. Les clients, le personnel et les bénévoles doivent être avisés de ne pas se présenter s'ils se sentent pas bien cette journée-là. C'est aussi à noter que ce n'est pas nécessaire de prendre la température des gens avant d'entrer à la clinique. Il faut demander aux clients de porter un masque, médical ou non médical, et c'est bon d'avoir des masques supplémentaires disponibles à la clinique. S'ils ne peuvent pas porter de masque, c'est soit que les patients accélèrent leur passage à la clinique ou d'envisager de les recevoir au début ou à la fin de la clinique pour minimiser les expositions possibles. La période d'attente post-vaccination doit assurer que les sièges sont aussi éloignés que possible, au moins 2 mètres, et que le port de masque soit respecté. L'attente à l'extérieur de la clinique ou dans la voiture est acceptable si le patient est accompagné d'un adulte responsable, se sent bien, n'a pas d'antécédents d'évanouissement après vaccination ou procédure médicale, ni d'inquiétude quant à une éventuelle allergie au vaccin. Et que la personne demeure en proximité de la clinique ou dans le stationnement, peut rejoindre le personnel directement ou par téléphone, en cas de besoin, soit de klaxonner le préposé, klaxonner pour que le préposé porte attention, ou téléphoner la clinique ou demander à son accompagnateur d'aller chercher un membre du personnel. C'est important d'éviter de conduire ou d'utiliser d'autres moyens de transport pendant les 15 à 30 minutes qui suivent la vaccination, selon les conseils du prestataire de soins de santé. Il faut doter le personnel d'un équipement de protection individuelle aussi. Le masque médical en tout temps, sauf au moment de manger. La protection des yeux par écran facial, par exemple, sauf si derrière une barrière. C'est pas nécessaire de changer le masque à moins qu'il devienne humide, endommagé ou s'il faut l'enlever pour manger. Ne pas utiliser des gants, sauf si la peau n'est pas intacte ou tel qu'indiqué antérieurement dans cette présentation. Il faut mettre du désinfectant pour les mains à base d'alcool à la disposition des clients et du personnel et des bénévoles. Les vaccinateurs doivent utiliser avant et après chaque client. Placer le client de manière à ce que son épaule, mais pas son visage, soit face au vaccinateur. Limiter le contact du client avec la table de vaccination. Nettoyer et désinfecter les surfaces si le client touche à la table ou autre. Et le client devrait se frotter les mains avec le désinfectant pour les mains à base d'alcool.
Et c'est bon de nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées, et ce qui inclut les salles de bain. Encore avec la prévention et contrôle d'infection, les pauses de personnel et bénévoles se prennent à l'extérieur, seuls dans leur voiture ou dans un très grand espace intérieur. C'est de s'assurer de maintenir cette distance d'au moins 2 mètres et de seulement retirer le masque si la personne va manger. C'est de maintenir les pauses courtes et répartir les pauses du personnel pour éviter les rassemblements et ne fournir que de la nourriture préemballée au personnel et aux bénévoles et éviter tout rassemblement à l'endroit où la nourriture est offerte. Et ne pas offrir d'aliments ou de boissons aux clients, sauf si ceux-ci se sentent faibles ou après se sont évanouis. Il y a l'immunisation des membres du personnel et des bénévoles, il faut tenir en compte. L'immunisation contre la COVID-19 est conseillée et ça peut être fait avant de commencer les cliniques ou dans la première clinique où ils travaillent. Il pourrait même s'agir d'une première clinique pour fournir les vaccins au personnel et aux bénévoles pour tester le processus. Il y a la vaccination contre l'hépatite B et les titrages, s'il est possible d'obtenir des titrages pour ceux qui manipulent les objets tranchants. Il y a la vaccination antigrippale si la clinique fonctionne pendant la saison grippale. Et il y a la vaccination à jour contre le tétanos si possible. Donc, les fournitures, je vais toucher brièvement les prochaines diapositives car vous pouvez lire vous-même les détails. Ici, c'est juste la liste des fournitures, la gestion de l'approvisionnement. Là, je veux juste souligner qu'il faut garder un œil sur les fournitures pour ne pas en manquer ou ne pas en gaspiller. La gestion des vaccins, c'est de surveiller la température et que ce soit au début et à la fin de la clinique et selon les exigences locales de santé publique et seulement décongeler un nombre exact de vaccins afin d'éviter le gaspillage et la perte. Sans aucun doute, attendez-vous qu'il y ait plusieurs formulaires aux cliniques. Et ceci, ce sont des exemples, les feuilles de renseignement, les consentements, les fiches de suivi, le bilan quotidien, les directives médicales. Donc, il y en a plusieurs pour assurer que le personnel est bien préparé et bien outillé pour un bon fonctionnement de la clinique. La gestion des données, ça se fait parfois à la clinique, parfois par la suite. Là, je vais parler un petit peu des urgences médicales. Donc, ce qu'on voit le plus fréquemment, ce sont les évanouissements. Puis, comme vous le savez possiblement, un évanouissement peut être accompagné d'une brève crise épileptique. Il faut essayer de reconnaître les signes grâce aux antécédents et aux signes d'anxiété et de pâleur chez les clients, et même de vacciner les personnes sujettes aux évanouissements en position couchée, dans l'aire de premiers soins que vous avez vu au début, le diagramme de circulation de la clinique. C'est bon d'offrir une formation sur la gestion des évanouissements afin que le personnel se sente confortable. Et comme mentionné, des aliments et des boissons préemballées peuvent être disponibles aux personnes qui s'évanouissent ou qui se sentent faibles. Pour ce qui est de l'anaphylaxie, c'est important de disposer d'au moins 2 trousses d'urgence par clinique, les conserver dans des endroits accessibles et appropriés. Et le Guide canadien d'immunisation vous donne la liste du contenu de ces trousses d'urgence-là. C'est important de vérifier les trousses et s'assurer que les médicaments ne sont pas périmés avant chaque clinique. C'est important de disposer d'une directive médicale ou d'un document de consultation rapide sur la gestion de l'anaphylaxie. La formation sur la gestion de l'anaphylaxie est importante et de faire une révision avant chaque clinique. Le client doit se rendre à l'hôpital si jamais il y a un suspect d'anaphylaxie.
et de documenter les incidents sur le formulaire interne et le formulaire officiel de rapport de manifestation clinique inhabituelle à la suite d'une vaccination, le MCI. Et c'est important de toujours assurer un suivi avec le client par la suite. Pour ce qui est des communications, il y a la communication interne. Il y a plusieurs choses à considérer. C'est important de tenir le personnel et les bénévoles au courant par des séances de formation, des webinaires, des messages textes, des infolettres, des appels téléphoniques, des médias sociaux, et s'assurer que le personnel et les bénévoles savent qui appeler pour les changements d'horaire et les questions. Les communications au public sont importantes aussi. C'est le besoin de fournir au public les renseignements précis, cohérents et directs sur les vaccinations et le processus de vaccination. Les informations importantes et questions que le public est intéressé sont qui est admissible, où aller se faire vacciner, comment devrais-je m'habiller, c'est vraiment un chandail à manches courtes ou à manches longues qui peuvent être roulés, que faut-il apporter lors de mon rendez-vous, définitivement le masque, la carte de santé provinciale ou territoriale, les autres pièces d'identité si nécessaire, la preuve de vaccination du premier vaccin. C'est important que le client ait bien mangé cette journée-là et de ne pas se présenter si la personne a des symptômes de COVID-19 ou ne se sent pas bien. C'est important de communiquer la nécessité de continuer à suivre les mesures de précaution de la COVID-19 malgré la suite à la vaccination, conformément au conseil des responsables locaux de la santé publique. Juste parce qu'on est vacciné ne veut pas dire qu'on peut arrêter ou cesser les mesures de santé publique. C'est encore extrêmement important pour réduire la transmission en communauté. Il faut aussi leur rappeler de la nécessité du deuxième dose et de retourner à la clinique pour ça. Il y a de nombreux mécanismes de communication possibles. Ça peut être les principaux médias, la télévision, radio, les sites web, les médias sociaux. Les communications doivent être adaptées à la culture et dans les langues appropriées. Des mécanismes qui ciblent précisément les groupes pouvant être vaccinés sont aussi à envisager. Les communications concernant les vaccins destinés au public, c'est de leur informer de la disponibilité prévue des vaccins et des modalités pour y avoir accès, les avantages du vaccin, tant que pour la personne que pour la collectivité, les renseignements sur l'innocuité des vaccins. Les gens se posent des questions par rapport à la sécurité, donc c'est important de leur fournir cette information-là pour réduire les anxiétés, les angoisses. C'est de leur fournir l'information comment l'innocuité des vaccins est-elle évaluée, à quoi s'attendre et à quoi faire attention après l'immunisation, comment réagir si un événement indésirable se produit, y compris la déclaration de réactions indésirables graves ou inattendues. Qui peut recevoir le vaccin et pourquoi, les différences entre les formulations de vaccins, y compris le mécanisme d'action, l'efficacité, les bénéficiaires prévus, les contre-indications, les effets secondaires et le nombre de doses nécessaires. Présentement, tel que mentionné, nous avons 2 vaccins approuvés au Canada, mais on s'attend que ce nombre-là va agrandir. Les communications aux divers groupes, comme les médias, c'est d'avoir une parole désignée par clinique, le chef de clinique, tout probable. Le personnel et les bénévoles devraient savoir quoi faire si les médias les contactent. Les fournisseurs de soins de santé en général, c'est important de leur informer du vaccin, même s'ils n'administrent pas le vaccin dans leur lieu de travail. Ils doivent connaître et comprendre les produits offerts pour aider leurs patients à prendre des décisions informées. Et le groupe le plus influent en ce qui concerne la prise de décision pour les patients, c'est les prestataires de santé.
Donc, c'est important que le message soit transmis par tous les fournisseurs de soins de santé. Les personnels de services d'urgence locaux et aux hôpitaux, c'est important de leur informer de la date, de l'heure et de l'emplacement des cliniques afin qu'ils puissent réagir rapidement en cas d'urgence. Il y a l'évaluation de la clinique. Il est important d'évaluer le programme d'immunisation et les cliniques pendant et à la fin de la campagne. Les sources d'informations pour l'évaluation sont les formulaires de rétroaction, la rétroaction spontanée des clients, la rétroaction du personnel, les sondages auprès du personnel, les comptes rendus avec le personnel et les séances d'évaluation, la couverture médiatique et les rapports d'incidents et d'examens d'événements. Les conclusions sont que les cliniques d'immunisation sont des opérations à grande échelle qui nécessitent une planification, une exécution, un suivi et un réajustement minutieux afin d'assurer un bon fonctionnement. Les exigences, c'est d'assurer une rapidité et précision des interactions entre chaque étape du processus de la clinique, effectuer un travail d'équipe, une collaboration et une communication très étroite entre le personnel et les bénévoles, offrir un service à la clientèle de haute qualité, efficace, aimable et compatissant, porter une attention particulière et accordée à la prévention et au contrôle des infections dans le contexte de la COVID-19. Ce genre de travail peut être un peu stressant, mais extrêmement gratifiant. Surveiller ce qui se passe par la suite, car une mise en œuvre bien réussie peut avoir une énorme incidence sur la pandémie et la société. Les deux prochaines diapositives, ce sont des ressources supplémentaires que vous pouvez accéder en ligne. J'aimerais vous remercier pour votre attention. Formidable. Merci beaucoup, Madame Lebance. Passons maintenant à la séance de questions et réponses. J'aimerais juste rappeler aux participants que cette activité se déroule en direct et fait l'objet d'un enregistrement qui sera publié sur le site web du CCNMI suite à cette présentation. Pour poser vos questions, cliquez sur l'onglet « Questions et réponses » QIA au bas de votre écran. Et vous pouvez également aimer une question déjà posée afin d'augmenter les chances que celle-ci soit abordée par nos invités. J'invite maintenant nos invités à allumer leur vidéo et audio. Le temps que je les présente de nouveau rapidement, il y a évidemment Madame Anne Lebance, notre conférencière, qui est gestionnaire dans la section préparation aux pandémies et intervention de la Direction générale de la prévention et contrôle des maladies infectieuses de l'Agence de la santé publique du Canada. Madame Pascale Saint-Louis est conseillère primaire de l'unité des instruments biomédicaux de la Réserve nationale stratégique d'urgence. Le colonel Serge Ménard est directeur de la distribution des vaccins. Et enfin, le docteur Brian Wachowski est conseillère médicale au programme d'immunisation qui se trouve au sein du Centre de préparation à l'immunisation de l'Agence de la santé publique du Canada. Bienvenue à vous tous. Maintenant, passons aux questions et justement, on a l'impression que cette pandémie, on ne fait que courir pour se rattraper. Et depuis l'enregistrement de cette vidéo, bien des choses ont évolué pour justement faire suite à la question des doses. Et je commencerai peut-être avec vous, Madame Lebance. Est-il confirmé que les personnes qui ont reçu le vaccin auront besoin d'une dose de rappel? N'oubliez pas d'allumer vos microphones. Merci pour la question, Stéphane. Oui, à ce moment, les 3 vaccins qui sont approuvés au Canada sont approuvés pour avoir 2 doses qui sont administrées. Donc, les gens auront à revenir pour leur 2e dose. Ça peut se faire qu'avec les prochains vaccins qui seront approuvés. Il se peut qu'il y en ait qui c'est seulement 1 dose, mais pour le moment, les vaccins, c'est 2 doses. Formidable. Et justement, après avoir reçu la 2e dose d'une série de 2 doses, à quel moment est-on considéré comme étant protégé? Donc, dans combien de jours
on peut dire qu'on est protégé contre la COVID-19? Anne. OK, merci. C'est une bonne question. Pour la protection, les essais cliniques qui ont eu lieu pour ces vaccins ont été faits dans des délais assez raccourcis afin de pouvoir offrir les vaccins aux gens, du monde, pour essayer de réduire les décès et les hospitalisations. Donc, les essais cliniques ont été faits relativement une courte période. Donc, les données des essais cliniques sont à peu près 14 jours après la deuxième dose. Mais maintenant que nous aurons des informations sur terrain, de l'efficacité sur terrain, au fur et à mesure que les vaccins se déroulent et qui sont administrés à travers le monde, on aura plus de données à étudier. Puis, c'est vraiment une domaine active que les chercheurs et les compagnies cherchent à répondre à cette question-là. Donc, on s'attend d'avoir des résultats dans les prochains temps sur ça. Parfait. Bien justement, maintenant qu'on a accès à 3 vaccins au Canada, on a d'autant plus d'informations à inclure dans nos stratégies de planification et de cliniques de vaccination. Maintenant, justement, sur la question de la distribution des vaccins, dans quelle mesure le processus de distribution des vaccins contre le COVID-19 est-il différent de celui des autres vaccins et pourquoi? Je demanderai peut-être maintenant au colonel Ménard. Oui, certainement. Premièrement, il y a quelques considérations à prendre en compte. Il y a certains facteurs reliés à la nature même des vaccins qui sont disponibles présentement. Certains vaccins doivent être gardés et transportés à moins 20 degrés Celsius, un autre à moins 80, puis d'autres qui s'en viennent aussi, AstraZeneca et autres, à des températures un peu plus standards qu'on connaît. Mais il y a aussi d'autres facteurs reliés à l'acquisition du vaccin qui a été centralisé au niveau fédéral. Donc, il y a certaines particularités avec certains vaccins. Pfizer, par exemple, le manufacturier est responsable de faire la distribution lui-même directement au point d'administration des vaccins à travers leur fournisseur de services logistiques qui est UPS. Puis d'autres vaccins aussi, le gouvernement fédéral est responsable d'aller le chercher au manufacturier, l'apporter au Canada, puis faire la distribution aux provinces. Donc, nous avons donc dû mettre en place notre propre fournisseur de services logistiques avec FedEx et Innomar pour aider avec la distribution. Mais au fur et à mesure qu'on va progresser et qu'on va voir plus de vaccins, il y a une chance dans le 3e trimestre de l'année qu'on aille dans un modèle un peu plus standard qui est connu avec les autres vaccins de la grippe, exemple, où les provinces vont faire leur propre distribution. D'accord. Et justement, dans ce processus de distribution, on fait appel à des tiers inhabituels peut-être dans les campagnes de vaccination. Mais maintenant, est-ce qu'on risque aussi de faire appel aux pharmaciens, colonel Ménard? Oui, ben, à travers le travail qu'on fait, la planification de la distribution, on parle beaucoup aux provinces et aux territoires. Dans les dernières semaines, on a eu des discussions avec eux pour comprendre leur plan lors du troisième trimestre de l'année 2021, lorsqu'on va voir une augmentation importante du nombre de vaccins qui va arriver au Canada. Puis la majorité des provinces et territoires nous ont mentionné qu'ils regardaient à faire appel aux pharmacies pour faire la distribution et l'administration des vaccins. Donc, je pense qu'on peut s'attendre dans les prochaines semaines, prochains mois, de voir des plans qui sont mis en place pour utiliser les pharmacies. D'accord. Justement, sur ce processus de distribution, on doit évidemment faire attention à la chaîne du froid
et l'entreposage du vaccin contre le COVID-19 selon le fabricant. Je vous donne la parole de nouveau, le colonel Ménard, mais il y a aussi Madame Lebance qui pourrait peut-être intervenir après avec quelques précisions parce qu'évidemment, dans une clinique de vaccination, on doit également respecter cette même chaîne du froid. Oui, tout à fait. Puis toujours dans le cadre de la planification, puis s'assurer que on assiste les provinces et les territoires à mettre en place la chaîne de froid requise pour la distribution et l'entreposage des vaccins. Au niveau fédéral, on a fait l'acquisition de plusieurs congélateurs à moins 20 et à moins 80 degrés Celsius. Autant des congélateurs statiques que des congélateurs mobiles aussi pour aider avec la distribution. Puis aussi, on a fait l'acquisition de systèmes de distribution, les Credo Cubes qu'on connaît dans le jargon pour aider à la distribution des vaccins. Donc, présentement, la majorité des provinces et territoires ont l'équipement nécessaire pour assister avec la distribution. D'accord, parfait. Et au niveau de la clinique, peut-être Madame Lebance et ensuite aussi Madame Saint-Louis, vous avez peut-être des précisions sur cette fourniture importante dans les cliniques de vaccination. Oui, si je pourrais ajouter, merci Stéphane, par rapport aux cliniques de vaccination, il y a le transport, il faut évidemment tenir en tête pour apporter les vaccins d'une place à une autre, à la clinique. Puis, c'est très important de respecter les conditions de transport que les manufactures nous proposent. Le Moderna peut être transporté sous forme congelée ou décongelée, mais il ne faut pas que ce soit plus que 12 heures de transport en tout. Et pour le Pfizer-BioNTech, ça peut être transporté sous forme ultra congelée ou décongelée, mais là aussi, encore pas plus que 12 heures de transport. Et c'est important pour le Pfizer-BioNTech de ne pas transporter les vaccins dilués. Puis que le diluant soit à la température ambiante. Et l'entreposage décongelé, c'est maintenu entre plus 2 et plus 8 degrés centigrades et de respecter les temps que les compagnies limitent. Pour AstraZeneca, la température est entre plus 2 et plus 8 degrés centigrades, laquelle les bureaux de santé publique sont habitués à transporter les vaccins pendant ces conditions-là. Puis, c'est d'assurer qu'une fois en clinique, que les conditions sont respectées, que la température est vérifiée régulièrement et souvent, le personnel doit consigner la température, assurer pour avoir des preuves que la vérification de la température a été faite. Donc, ça, c'est routine pour les gens en santé publique, mais il y a des importances spécifiques pour nos vaccins, nos nouveaux vaccins. Absolument. Et peut-être que Madame Saint-Louis, vous pourriez peut-être rajouter quelques points sur cette question de la chaîne du froid qu'on doit maintenir en clinique. Est-ce que depuis le début de la pandémie et la mise sur pied de cliniques, est-ce qu'on a appris des choses? Est-ce qu'il y a des défis que d'autres cliniques ont rencontrés et que vous pourriez peut-être décrire pour nous aujourd'hui pour justement on évite de les répéter ailleurs? Oui, évidemment, on a appris plusieurs leçons. Je dirais que depuis le début de la campagne de vaccination, on est vraiment en discussion avec les provinces et les territoires pour essayer de minimiser les contraintes logistiques qui existent avec ces produits, surtout les produits avec des chaînes de froid très complexes, comme le produit Pfizer nécessitait pour la chaîne de froid soit demeurée à moins 80. Donc, en collaboration avec les provinces et les territoires, on a vraiment essayé d'optimiser la distribution des vaccins pour s'assurer que les régions peut-être plus isolées ou avec des contraintes logistiques de la chaîne du froid très complexe, on a essayé de faire de notre possible pour minimiser ces contraintes. Jusqu'à date, il y a évidemment des leçons qui sont apprises, puis c'est en collaboration avec les provinces et les territoires qui nous rapportent ces incidents
d'excursion, je pense que c'est ça le nom en français, mais si jamais il y a des chaînes de froid qui ne sont pas, qu'il y a des excursions de température. Et aussi, c'est en conversation avec les fabricants du vaccin pour s'assurer qu'on continue d'adhérer à leurs contraintes. D'accord, donc évidemment, la communication est importante et entre vous, l'Agence de la santé publique du Canada et les provinces et territoires qui sont appelés à mettre en œuvre ces cliniques de vaccination, mais aussi avec les fabricants de vaccins qui ont encore peut-être de nouvelles informations au sujet de leur vaccin. Et justement, cette question de stockage dans une très froide de ces vaccins pose des difficultés, en particulier dans les régions éloignées, rurales ou nordiques du Canada. Le colonel Ménard, vous aurez peut-être quelques indications sur ces défis-là et comment on peut justement prévenir le plus possible des pertes de vaccins parce qu'on ne peut pas respecter la chaîne du froid. Oui, absolument. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on a aidé pour la distribution en faisant l'acquisition de certains congélateurs mobiles, puis aussi des systèmes d'expédition. On a aussi mis sous contrat des fournisseurs de glace sèche aussi pour pouvoir distribuer les vaccins de Pfizer dans les systèmes d'expédition. Mais on comprend que c'est un défi de bouger des vaccins dans les communautés éloignées. Mais on comprend que les provinces, ils ont certaines équipes, ils ont aussi leurs propres fournisseurs de services logistiques pour assister avec la distribution. Au niveau fédéral aussi, avec notre fournisseur de services logistiques FedEx, on peut aussi contribuer à distribuer les vaccins dans ces communautés-là. Puis aussi, les provinces, on comprend qu'ils ont des équipes mobiles aussi qui vont aller de communauté en communauté pour distribuer et administrer le vaccin dans ces communautés. Donc, c'est certains mécanismes qu'on comprend qui sont en place présentement. D'accord, donc on fait aussi appel aux multitâches pour s'assurer que tous les Canadiens ont accès à ces vaccins. Mais justement, pour revenir à l'administration des vaccins, peut-être que Mme Lebans, vous voudrez peut-être répondre à cette question pour commencer. Quelles sont les recommandations pour les personnes qui attrapent le COVID-19 ou sont considérées comme des contacts étroits entre les doses? Oui, bonne question parce que ça va certainement arriver. Les personnes qui ont eu le COVID-19 doivent évidemment terminer leur isolement et ne doivent pas être infectieux pour arriver pour se présenter à une clinique. Donc, c'est important de ne pas être malade lors de la vaccination, mais la personne peut être vaccinée. La personne aurait développé une immunité naturelle, mais il semble recommander que ce serait une attente de 3 à 6 mois possible pour retarder le vaccin contre la COVID-19. Puis la raison pour ça, c'est que ces personnes atteintes de COVID-19 n'ont pas fait partie des essais cliniques. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet. Donc, on s'attend qu'il y aura des résultats à venir parce que c'est vraiment un domaine d'enquête active. Possiblement, Dr. Warshawski voudrait peut-être ajouter à ceci, mais ça, c'est les informations que je propose. Yeah, I can add a little. Je m'excuse, je parle en anglais. So, people who have had infection, they can be vaccinated once their symptoms are gone and they're no longer infectious, as Anne said. They can also wait if they want to be vaccinated because they are already immune from their infection. We know that immunity probably lasts for 6 months.
or so. But if they do want to get vaccinated after their infection, after they're no longer infectious and their symptoms are gone, they can do that as well. So it's a bit of a choice. We know that when there's not a lot of vaccine available, they may want to wait longer to allow other people to get the vaccine because they are immune, but they can get it if they want once their symptoms have resolved and they're no longer infectious. Donc, si je veux juste faire une petite traduction très non formelle, c'est vraiment, Dr. Warshawski nous dit qu'après que les symptômes sont résolus, l'individu aurait déjà atteint de l'immunité, mais ça pourrait être temporaire, on ne le sait pas. Puis, qu'ils peuvent attendre jusqu'à 6 mois, mais c'est vraiment au choix de l'individu, puis de parler avec son fournisseur de santé pour venir à une décision éclairée. Mais ça peut être aussitôt que la personne n'ait plus de symptômes et s'est rétablie du virus. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, justement, quand on parle de l'évolution des indications des fabricants par rapport à leur vaccin, le fabricant Pfizer a récemment la recommandation nous permet de tirer 6 doses, en fait, du vaccin. Et on est évidemment très content, mais ça pose aussi des problèmes. Comment on arrive à obtenir cette 6e dose? Est-ce que, Pascal Saint-Louis, vous auriez peut-être des suggestions pour nos prestataires de soins de santé dans ces cliniques de vaccination? Oui, merci. Donc, oui, pour la 6e dose, c'est plusieurs facteurs qui mènent à tirer cette 6e dose. Donc, premièrement, c'est s'assurer que la dose, c'est quand on fait le prélèvement, c'est d'optimiser le prélèvement pour avoir le moins de gaspillage possible, mais c'est aussi avec le matériel de vaccination qu'on va utiliser. Donc maintenant, il existe des seringues et des aiguilles à faible volume mort qui optimisent le gaspillage d'une dose. Donc vraiment, pour dire ça facilement, c'est dans chaque seringue ou l'aiguille, il y a un montant de soluté qui demeure toujours après l'administration. Donc, c'est un gaspillage connu. Et avec les seringues à faible volume mort et les aiguilles à faible volume mort, on peut minimiser ce gaspillage et donc optimiser la chance d'obtenir cette 6e dose. Et au niveau fédéral, on a procuré tous les outils de vaccination, donc les seringues, les aiguilles, et qui sont en train de se faire distribuer aux provinces et les territoires. Et les provinces et les territoires font leur propre distribution aussi pour arriver au point d'administration. D'accord, merci. Justement, de retour dans la clinique de vaccination, on se demande peut-être pourquoi on ne devrait pas porter de gants lors de l'administration du vaccin. Anne Lebance, pour commencer. Oui. La raison qu'on ne recommande pas le port des gants, c'est si on fait l'évaluation au point de vue de... en anglais, c'est Point of Care Risk Assessment, l'évaluation des risques sur place. On voit vraiment que ce n'est pas nécessaire de porter des gants parce que l'hygiène des mains se fait avant et après avoir administré le vaccin. Le port des gants aussi ralentit le processus de la clinique parce que ça n'empêche pas que le vaccinateur aura à faire l'hygiène des mains avant et après d'avoir vacciné l'individu. Puis vraiment, l'indication, c'est si, comme j'ai mentionné dans la vidéo, c'est si que la peau n'est pas intacte chez le vaccinateur. Puis dans cette situation-là, c'est probablement pas une bonne chose parce que si on pense que le vaccinateur va vacciner plus que 100 personnes dans une journée, ben c'est se laver les mains 200 fois dans 6 heures là, avec l'alcool, ça serait pas mal irritant pour les mains qui sont déjà gercées.
Mais il y a aussi l'indication pour le port des gants, c'est le vaccin par voie nasale ou orale, qui pour le cas en ce moment, mais qui pourrait devenir possible. Absolument, merci. On peut se demander aussi si les vaccins, donc on en a 3 qui sont autorisés au Canada maintenant, est-ce que ces vaccins contiennent des ingrédients qui peuvent causer des réactions allergiques? Madame Lebance. Oui, pardon. Il y a possibilité d'allergènes dans les vaccins. Il y a des tels gens qui ont des allergies à des tels ingrédients. Ceux qui viennent en tête, c'est pour Pfizer, BioNTech et le Moderna, c'est le PEG ou le polyéthylène glycol. Puis ça, c'est un produit qui est utilisé dans certains médicaments à vente libre et sur ordonnance. C'est utilisé aussi dans des produits cosmétiques et des solutions à lentilles de contact. Donc, ça pourrait provoquer des allergies, des réactions allergiques. Avec le Moderna, il y a aussi le trométamine, qui est un autre ingrédient qui existe. Il y a des gens qui sont allergiques à ça, puis c'est des ingrédients qui existent dans des produits de contraste, chez certains médicaments oraux et parentéraux, même dans certains crèmes et lotions. Donc, ça aussi pourrait être une source d'allergie. Et avec le vaccin AstraZeneca, on voit que c'est le produit de polysorbate 80 qui est utilisé dans certains médicaments et cosmétiques qui pourrait être une source d'allergènes. Donc, c'est vraiment assurer de faire l'évaluation du client avant l'administration, que ces allergies-là ne sont pas connues chez l'individu avant d'administrer le vaccin. Je ne sais pas si le Dr. Warshawski aimerait ajouter à ça. Je dois aussi dire que c'est assez rare, ces genres de réactions-là. Excuse-moi, merci. Just to add, the only other contraindication would be if you've had an allergic reaction to a previous dose. So if you've had a dose of the Pfizer or Moderna product, and then you have anaphylaxis or an allergic reaction with anaphylaxis, you shouldn't get another dose of that product and should consult your healthcare provider. And if it's a less severe allergic reaction, your healthcare provider will decide whether you should get a subsequent dose. Oui, très bon point, merci. J'aurais dû mentionner ça. C'est évidemment, ça c'est une contre-indication à une vaccination subséquente. C'est si que la personne aurait eu une réaction anaphylactique à un vaccin antérieur, donc à un des vaccins de COVID-19. Donc, ça, c'est considéré une contre-indication et la personne devrait consulter son fournisseur de soins de santé afin de déterminer c'est quoi, quelle route à prendre par la suite. D'accord, formidable. Et justement, on a un de nos participants qui a soumis une question pour vous, qui touche justement les manifestations post-immunisation. Alors, je ne sais pas si les réactions allergiques comptent parmi ces manifestations, mais on se demande si oui, est-ce qu'il y a certains profils qui sont touchés en majorité? Et à quoi vous rattachez ces manifestations et comment vous les prenez en charge? Pour la prise en charge, le Guide canadien d'immunisation a ça de bien détaillé parce que c'est quelque chose qu'il faut être au courant avec, puis il faut être prêt à réagir avec tous les vaccins qui sont administrés. Donc, je recommanderais de visiter le site canadien de la CCNI pour le guide canadien d'immunisation. La province ou territoire aurait leur propre protocole à suivre aussi, qui serait important de suivre. Puis je vais peut-être laisser Dr. Brino parler parce que c'est pas mal plus scientifique, la question, là. And can you just repeat the question in English, please? Stéphane, peux-tu juste le répéter puis je sortirai pour Brino? Donc, c'est c'est où?
It was about the adverse events. It's about anaphylactic reactions, des réactions anaphylactiques. Alors, c'est ça, des manifestations post-immunisation. Donc, je ne sais pas si ça couvre plus que les allergies et autres, mais on se demande quels sont les profils touchés, donc les types de personnes qui seraient concernées par ça en particulier, et comment vous les prenez en charge. Okay. So the types of people that were that can have allergic reactions. So obviously, if you're known to be allergic to the polyethylene glycol or the tromethamine, those are you need to talk with your healthcare provider to decide what vaccines to get. The other thing that we recommend is if a person is known to have an allergic reaction to any injectable vaccine or medication in the past, they should tell the vaccinator that, and then they will be observed for 30 minutes after vaccination instead of the usual 15 minutes. Okay, so Dr. Warshawski nous dit que c'est important d'identifier, d'en parler avec son fournisseur de santé s'il y a des allergies connues aux ingrédients du vaccin, puis pour déterminer une piste avancée. Puis si la personne aurait eu des allergies anaphylactiques ou sévères à des médicaments par injection ou par des vaccins par le passé, ça serait important de noter ça au vaccinateur afin que le vaccinateur puisse faire une évaluation plus approfondie. Et ensuite, l'attente post-vaccination devrait être allongée à au moins 30 minutes sur place. Et si je pourrais ajouter, je ne suis pas certaine si quand on parle des réactions adverses, peut-être c'est les effets secondaires. Je ne suis pas certaine si c'est ça la question. Mais en plus des réactions anaphylactiques, les effets secondaires fréquents qu'on voit chez ces vaccins, il y a la douleur au site d'injection, le frisson, fièvre, les douleurs musculaires, ça c'est surtout pour les vaccins, pour les 3 vaccins, mais en plus pour AstraZeneca, c'est les douleurs articulaires qui sont vues, ainsi que les maux de tête. Puis c'est vraiment de traiter les symptômes avec l'acétaminophène ou l'ibuprofène et de se reposer, de bien s'hydrater. Ça serait comme ça qu'on traiterait ces effets secondaires. D'accord, parfait. Merci beaucoup aux deux. Pour revenir à des groupes de patients qui ont peut-être des besoins qui doivent être adaptés, ou on doit adapter notre processus de vaccination à leurs besoins, on peut mentionner les enfants. Est-ce que les doses pour les enfants sont les mêmes que celles pour les adultes? Madame Levance. Oui, merci. Oui, à ce moment, il n'y a pas de vaccin autorisé pour les enfants au Canada. On s'attend que ça viendra avec le temps. Puis les gens se demandent peut-être pourquoi, mais c'est vraiment que les enfants ne semblent pas porter le fardeau de maladies sévères que les adultes. Donc, la priorité a été d'étudier les vaccins chez les groupes qui étaient le plus atteints du coronavirus. Donc, vraiment pour les enfants, il y a une étude qui se fait présentement avec les vaccins de ARNM qui t'envoie présentement avec les enfants âgés de 12 à 15 ans. Donc, on s'attend d'avoir des résultats éventuels à ce sujet, possiblement en 2022 qu'il y aurait des vaccins pour les enfants, mais à ce moment, les enfants ne sont pas compris dans le groupe d'éligibilité. Dr. Warshawski a peut-être quelque chose à ajouter. Non, c'est bien. C'est très bien. Excuse-moi. OK. Très bien, merci. Alors justement, parmi les groupes qui sont visés ou pas visés par cette campagne de vaccination en ce moment, on a des groupes qui sont prioritaires. Est-ce qu'on peut parler un peu de ces groupes prioritaires, peut-être au niveau de la logistique et de la distribution des vaccins? Colonel Ménard, est-ce que vous pourriez nous parler de ces groupes prioritaires et les défis que vous avez peut-être rencontrés pour leur distribuer des vaccins? Stéphane, ce n'est pas vraiment dans mon champ d'expertise. Nous, ce qu'on fait, on distribue les vaccins lorsque
la recommandation du Comité national sur l'immunisation a déterminé les priorités sur les populations, puis nous, on exécute le plan comme tel. Donc, je ne sais pas si Brian a... D'accord. Il y a peut-être Anne qui pourrait nous parler un peu des groupes prioritaires. Comment on s'y prend au niveau des cliniques de vaccination, justement pour ces groupes prioritaires? Parlez-nous peut-être aussi, quels sont les groupes prioritaires pour la vaccination et comment on parvient à justement leur donner la priorité? Mm-hmm. C'est comme Serge a mentionné, il y a le groupe d'experts de la CCNI qui ont émis des recommandations sur les groupes prioritaires. Puis ces recommandations étaient basées sur les données épidémiologiques. Puis c'était vraiment à regarder sur la sévérité de la maladie, qui était le plus affecté. Il y avait aussi les risques d'exposition et les fonctions essentielles en communauté. Puis c'est vraiment à chaque province et territoire de décider sur la répartition des vaccins sur leur territoire. Donc, il peut y avoir une petite nuance, une petite différence entre chaque province et territoire sur qui est le groupe ciblé à ce moment ou dans les différents tiers de la livraison de l'administration des vaccins. D'accord. Le Dr. Warshawski voudrait ajouter, mais No, c'est bien. Just the thing to add with the announcement that the National Advisory Committee made yesterday about potentially delaying the second dose, there may be more people who can be vaccinated more quickly in the coming months if that's what the provinces adapt. Très bon point. Hier, il y a eu une annonce par le comité expert CCNI qui parle du délai de la vaccination. Donc, ça permettrait d'immuniser plus de personnes avec la première dose avant de faire l'échelle de la deuxième dose avec les personnes. D'accord, parfait. Et Stéphane, est-ce que je peux mentionner un autre change d'hier? Absolument, allez-y. So yesterday, Pfizer also announced that the vaccine can be stored for 2 weeks in the freezer at -15 to -25. So that's another change just of yesterday. It can be stored for 2 weeks in that freezer and then can go back to ultra frozen only once after that. Okay. Donc, ça, c'est des informations de fine pointe. Merci, Dr. Warshawski. Hier, Pfizer a annoncé que leur vaccin peut être mis au réfrigérateur pour 2 semaines entre les températures de -15 à -25 degrés centigrades et peut être retourné sous conditions ultra congelées seulement une fois après avoir été mis sous ces conditions réfrigérées là. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Ça nous donne un petit peu plus de souplesse dans la manipulation des vaccins et l'entreposage. Absolument. Et pour le colonel Ménard aussi, ça doit soulager vos efforts pour justement assurer cette chaîne de froid très extrême jusqu'à tout récemment. Maintenant, pour revenir à des groupes spécifiques, des personnes qui ont le syndrome Guillain-Barré. C'est Carole qui nous pose la question. Est-ce que les personnes qui ont eu ce syndrome comme manifestation après un autre vaccin antérieur ou suite à la première dose de vaccin contre la COVID-19, est-ce une contre-indication absolue de recevoir le vaccin COVID-19 ou la deuxième dose? OK, c'est une question très spécifique. Les contre-indications à ce moment, c'est une réaction anaphylactique à ce même vaccin antérieurement ou aux ingrédients du vaccin, comme on a mentionné. Avoir été atteint du syndrome de Guillain-Barré, ce n'est pas une contre-indication pour le vaccin de COVID-19, c'est que c'est lorsque on y pense souvent relié au vaccin antigrippal, mais on considérerait ça une précaution. Puis ça serait important de faire une évaluation des risques et obtenir un consentement éclairé avec le fournisseur de soins de santé pour vraiment venir à une décision
approprié pour l'individu. Puis la période d'attente, après des réactions, ben, c'est toujours d'assurer si on procède avec la vaccination, c'est la période d'attente de 30 minutes d'observation. Est-ce que Dr. Warshawski voudrait ajouter? Yeah, and you may have mentioned this, Anne, just so if you've had Guillain-Barré after anything in the past or after a flu vaccine, that's not a problem for getting the COVID-19 vaccine. As far as I know, there's no reports of Guillain-Barré after COVID-19 vaccine. But if that should happen, obviously you'll have to consult with your healthcare provider about subsequent doses. Mm-hmm. Donc, Dr. Warshawski confirme que oui, c'est possible d'être vacciné après avoir été affecté par le Guillain-Barré, et puis que selon ses connaissances, il n'y a pas de rapport à ce moment de cas de Guillain-Barré causé par le vaccin de COVID-19, mais si jamais que ça arriverait par la suite, ce serait important de consulter le fournisseur de santé afin de déterminer les prochaines démarches. Formidable, merci. Quand on est dans une clinique de vaccination, comme partout ailleurs, les choses peuvent mal aller. Quelles sont justement les choses à surveiller dans une clinique de vaccination qui peuvent mal tourner et comment on peut se préparer justement pour éviter ça? Anne? Oui, certainement. Une bonne question, puis il faut être prêt. Ça, c'est une très bonne question. Les circonstances à prévoir et même à planifier des contingences pour être prêt à réagir, ben, par exemple, ça qui me vient à l'idée, on en a parlé, les réactions anaphylactiques. Donc, c'est important de réviser et pratiquer le protocole avant la clinique pour que les personnels soignants se sentent confortables pour pouvoir réagir parce que dans l'instant, ça peut être stressant pour tout le monde impliqué, qu'il y ait des visiteurs là, d'autres pouvoirs de santé. Donc, c'est important d'être prêt, de se sentir capable de pouvoir très bien réagir. Il y a d'autres exemples de problèmes qui pourraient survenir. Je dirais qu'il y a le manque de vaccins ou même les pertes de vaccins lors de la clinique, c'est qu'il y a des problèmes de température. Donc, c'est d'avoir des contingences là en place, assurer une bonne surveillance, puis d'avoir un plan B pour pouvoir prévenir des problématiques. Il y a le manque de personnel, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas se rendre à la clinique, que ce soit en raison des intempéries ou quoi que ce soit. Ça, c'est d'avoir des systèmes en place pour pouvoir adresser ça. Je dirais aussi que il y a même la possibilité d'avoir des intrusions ou des distractions lors de la clinique. Puis ça peut être, lorsque les médias arrivent en clinique, ça peut être pas mal une distraction, surtout si que les vaccinateurs ne sont pas habitués d'interagir avec les médias. Donc, c'est important d'avoir un système en place. Probablement, c'est le chef de la clinique qui serait assigné ou qu'elle aurait assigné quelqu'un pour pouvoir adresser les médias. La sécurité pourrait possiblement devenir impliquée aussi pour assurer qu'il n'y a pas de dérangement qui se fait au niveau de la clinique et du roulement. Il y a même on a vu depuis le début du COVID qu'il y a des gens qui protestent puis qui questionnent l'existence du COVID-19. Puis, c'est leur droit de pouvoir exprimer, mais il ne faut pas que ça dérange au fonctionnement de la clinique. Donc, c'est d'être prêt pour ces éventualités aussi, puis de vraiment d'avoir ce plan-là. Puis, il se peut aussi qu'il y ait des gens qui arrivent puis qui ne portent pas le masque ou qui ne suivent pas les directives de santé publique. Donc, c'est d'avoir des indices, que ce soit par des pancartes, des rappels, des surveillants, des préposés qui rappellent aux gens de suivre les directives de santé publique locale. Il y a des pannes d'électricité qui pourraient arriver aussi. Donc, ça aussi, c'est vraiment de s'assurer qu'on est prêt à réagir. Puis, je dirais peut-être que le dernier qui me vient à l'idée, ce serait une alarme à feu.
c'est peut-être pas quelque chose qui arrive souvent, ou on souhaite que ça n'arrivera pas, mais il faut que les gens savent quoi faire s'il faut sortir des lieux assez vite sans avis pour la protection du personnel, la protection des clients, la protection des matériaux et des vaccins. Donc, ce serait des choses à vraiment réfléchir puis d'en parler au niveau de la clinique, avec la chef clinique pour s'assurer d'un bon roulement lors de la clinique. D'accord, donc il faut bien se préparer. Pascal Saint-Louis. Oui, j'ajouterais juste, vite fait, je pense qu'Anne a fait un excellent sommaire des problèmes qu'on pourrait faire face lors d'une clinique de vaccination, mais j'ajouterais juste que je pense que c'est quelque chose qu'on sait tous. Chaque dose du vaccin, c'est vraiment comme, c'est de l'or, surtout pour le moment. Donc, c'est juste d'essayer de minimiser le gaspillage le plus que possible. Puis, je pense les contraintes de chaîne du froid ou les contraintes face à l'entreposage ou le montant de temps que chaque dose peut être reconstituée, mise dans une seringue. Tout ça, c'est un environnement fluide quand même. Il y a des changements qui arrivent, on dirait, à chaque semaine. Donc, de s'assurer qu'il y ait des pancartes qui montrent toutes ces contraintes-là, surtout où qu'on entrepose le vaccin et où qu'on fait la reconstitution des doses, mais de s'assurer qu'on a un bon système pour identifier quand chaque viole a été perforé, une fois que chaque seringue a été prélevée. Donc, c'est vraiment juste de s'assurer qu'on a des bonnes procédures en place pour assurer de minimiser le gaspillage. D'accord. Et justement, est-ce qu'on... Moi, si je peux ajouter, tous les exemples que j'ai donnés, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous arriver, mais c'est bon d'en avoir pensé avant d'arriver. C'était juste des exemples possibles. Oui. Vaut mieux prévenir, absolument. Justement, on travaille en santé publique. Hein? Mais justement, parmi les fournitures, est-ce qu'on devrait préparer des orientations écrites pour les immunisateurs, pour les personnes qui vont vacciner les clients? Oui, je pourrais dire que le site de la CCNI aura des documents sur place, sur leur site web, que les gens pourront accéder ou au canada.ca. C'est une autre façon de s'y rendre. Il y aura des informations là pour le personnel, mais aussi, je dirais que c'est certain que les provinces et les territoires auront certainement leurs documents qui vont mettre à la disponibilité du personnel qui vaccine. D'accord, formidable. Et puis justement, en parlant de documentation, on ne va quand même pas fournir un menu aux clients qui viennent. Vu qu'on a maintenant 3 vaccins, ils ne seront pas tous au menu de la clinique de vaccination. Comment on gère justement la possibilité qu'on ait un ou 2 vaccins disponibles dans une clinique vis-à-vis des gens qui vont éventuellement avoir une préférence? Oui, ce sera un beau défi de penser qu'on a 3 vaccins maintenant. On n'avait pas ça en vue 4 mois passés, 5 mois passés. Donc, c'est un beau défi à avoir. Mais c'est idéal que la clinique se déroule d'avoir un vaccin à la clinique avec un numéro de lot. Parce que c'est le plus routinier que ça peut être en clinique d'envergure, le mieux que c'est pour prévenir des erreurs. Donc, c'est probablement pas le cas que il y aurait les 3 vaccins dans une clinique d'envergure. Et pour ce qui est du choix, c'est vraiment aux provinces et territoires à définir, mais tout probable, les gens n'auront pas le choix. Puis la recommandation, ce serait vraiment de prendre le vaccin qui leur est offert parce que ce sont tous des vaccins qui ont été approuvés par Santé Canada, par les autorités et recommandés par la CCNI. Donc, ce sont tous des vaccins qui auront impact sur l'individu et sur la communauté à réduire l'incidence et la transmission du virus.
Dr. Warshawski, est-ce que vous voulez ajouter? Oui, just push shows. So the Pfizer and the Moderna products, they are both mRNA products, and they perform very similarly to each other. The AstraZeneca product in the clinical trials, its performance was a little bit less than the mRNA vaccines, but it may mean that people will be able to get vaccination earlier with that product. So it's something that people have to talk to their healthcare providers and consider how much they would like to get a vaccine more rapidly, or potentially wait for a vaccine that may have somewhat better protection. So it's a bit of a discussion that needs to take place when there's a choice between the mRNA vaccines and the AstraZeneca vaccine. Oui, bon point. Dr. Warshawski nous dit que, comme vous le savez, possiblement, les vaccins de ARNM ont démontré une très bonne efficacité clinique. Et le vaccin de AstraZeneca était un petit peu moins, l'efficacité était un peu moins élevée qu'avec les vaccins ARNM. Donc, il se peut que avec le vaccin AstraZeneca, qui est aussi limité dans le groupe d'âge de 18 à 64 ans, ce vaccin-là pourrait être offert à une population un petit peu plus tôt que qu'est-ce qu'on aurait prévu auparavant. Donc, si le choix vous est offert, ça serait vraiment d'en parler avec le fournisseur de soins de santé, de savoir est-ce que ça vaut la peine de prendre ce vaccin-ci plus tôt ou d'attendre pour le vaccin de ARNM plus tard. D'accord, donc il y a un travail de conseil à offrir peut-être aux patients. Pour revenir au gaspillage, en fait, on a une question qui nous vient d'un de nos participants. Ne serait-il pas utile pour les fabricants des vaccins de faire le conditionnement dans les seringues pré-remplies? Pourquoi on fait le conditionnement après coup? Et ça change quoi? Je pourrais m'attarder à cette question. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment la chaîne d'approvisionnement qui a causé des contraintes à être capable d'offrir des seringues pré-remplies. Tous les produits jusqu'à date, ils viennent dans des viols à multidoses. Donc, il y aurait des contraintes logistiques si jamais on irait à des seringues pré-remplies. Évidemment, il y aurait un volume beaucoup plus élevé. Et aussi, on sait que la chaîne d'approvisionnement pour le matériel pour la manufacturation, en tout cas, fabrication, oui, absolument. Oui, mais pour la création, disons, du vaccin et j'ai l'impression que peut-être ceci a causé des contraintes à avoir des seringues pré-remplies. Formidable, merci beaucoup. Si je pourrais ajouter juste un petit mot, les seringues pré-remplies prennent beaucoup plus d'espace que les fioles multidoses aussi. Donc, surtout pendant ces conditions-là, on n'aurait pas des réfrigérateurs ultra congelés qui pourraient contenir tous ces vaccins-là. Puis, il y a aussi la durée du vaccin dans le seringue même qui est important à considérer aussi. On ne peut pas les garder dans les seringues trop longtemps. Donc, ce sont d'autres facteurs. Il y avait donc peut-être de très bonnes raisons pour le faire. Pour revenir au personnel, donc aux prestataires qui sont appelés à vacciner, donc vous avez parlé, Madame Lebance, de certaines cadences, 10, 12 vaccinations de l'heure. On peut se demander, est-ce qu'on peut s'attendre à une fatigue liée à ce travail? Bon, nous sommes tous, on est affectés par une fatigue liée à la COVID-19, mais quels sont les besoins particuliers du personnel qui prend en charge ces patients qui viennent se faire vacciner? Très bonne question, parce que ce sont des cliniques très importantes.
les gens qui travaillent là réalisent cette importance-là. Donc, ça met une pression sur les gens. En plus du rythme de la clinique qui est assez mouvementé. Donc, c'est important de considérer l'épuisement possible du personnel qui est là. Donc, ce qu'on veut, c'est que le personnel finissent la journée et qu'ils se sentent satisfaits de leur journée. Puis pour y arriver, il faut que la clinique soit bien organisée. Pour une clinique d'envergure, vraiment, c'est d'avoir une routine, comme j'ai mentionné. Donc, c'est d'essayer de suivre cette routine-là autant que possible, puis d'avoir des contingences en place quand la routine n'est pas suivie. C'est important d'avoir assez de personnel sur place et assez de bénévoles, que les rôles soient bien compris par tout le monde qui travaille à la clinique, qu'il y ait une très bonne communication entre les pourvoyeurs de santé, les bénévoles, les préposés. Il faut avoir les soutiens en place pour assurer que les vaccinateurs aient ce qu'ils ont besoin pour faire un bon travail et que le public soit satisfait aussi de leur visite à la clinique. Donc, c'est d'avoir les fournitures disponibles, assez de fournitures. Il y a aussi même les pauses, d'assurer que les gens puissent prendre des pauses parce que le rythme est vraiment accéléré. Puis c'est bon de pouvoir prendre un recul, de se clairer les idées, prendre l'air fraîche, prendre une collation, un repas, puis de revenir prêt pour finir la clinique. Les rôles éclairés, je ne l'ai pas mentionné, c'est très important. Puis qu'il y ait une bonne communication, une évaluation de la clinique en fin de journée pour toujours penser, OK, comment est-ce qu'on peut améliorer si nécessaire pour les prochaines cliniques. Il y a la flexibilité aussi, d'avoir un petit peu de flexibilité dans la journée lorsque possible. C'est vraiment pour éviter les frustrations, puis les problèmes, puis d'assurer ce soutien-là, que ce n'est pas une personne, mais c'est l'entité de la clinique qui fait le bon fonctionnement. D'accord, donc un débriefing en fin de journée, des rencontres du personnel pour discuter de ce qui ne va pas, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Tout ça est important, d'autant plus qu'on est en période de COVID-19 et dans une clinique de vaccination. Merci beaucoup. Oui, si je peux tu apportes des bons points, un bon sommaire, mais c'est important que ces debriefings-là, que ça se fait dans un espace distancié, d'assurer qu'on respecte toujours les conditions, les mesures de santé publique, puis qu'il n'y ait pas de rassemblement qui pourrait potentiellement exposer le personnel. Donc, c'est juste un point. Absolument. Absolument, il ne faut pas oublier ça. Même parmi nos vaccinateurs, on doit respecter les restrictions sanitaires en vigueur. Et justement, on peut se demander, après avoir été vacciné, est-ce qu'on peut encore être porteur de la COVID-19? On risque d'avoir cette question en clinique de vaccination. Comment on y répond? Oui, c'est une bonne question, très bonne question. Puis, je ne suis pas certaine, je n'ai pas vu la réponse. On va peut-être demander à Dr. Warshawski si elle a vu des données sur ce sujet. Yeah, that's a good question. So we're not sure yet how much the vaccine stops transmission from people who have no symptoms. It may be different with different vaccines. So it may be that the mRNA vaccines may be able to stop transmission if you have no symptoms. We're not sure with the AstraZeneca yet. So I think it's an area that remains to be seen, whether being vaccinated will stop you from having, being able to spread even without symptoms. It probably will, but we're not sure yet. Oui, ce que Dr. Warshawski nous dit, c'est qu'on n'est pas certain en ce moment, on confirme, puis que la transmission asymptomatique, ça peut se faire que l'ARNM, le vaccin ARNM, peut avoir une influence sur ça. Et le vaccin à vecteur viral de AstraZeneca, ce n'est pas encore certain, puis c'est vraiment en voie d'étude active tout de suite. Donc, on attend tous avec impatience les réponses à ces questions-là, puis on souhaite que ça soit là. C'est ça, comme nous tous, absolument. On a quelques questions dans le fil
QA. Il y en a une qui concerne les vaccins qui n'ont pas encore été approuvés au Canada. Là, on ne pense pas qu'on peut y répondre pour l'instant. On a quelques données, mais on n'a pas la réponse définitive de Santé Canada. Par contre, la deuxième, quelle est la durée de stabilité du vaccin lorsque il est mis en seringue? Est-ce que vous avez des idées sur cette question-là? Oui, la durée du vaccin, une fois qu'il est mis dans une seringue, c'est de 6 heures. Le vaccin de Pfizer-BioNTech peut être à la température ambiante jusqu'à 2 heures avant d'être mis dans une seringue, mais dans une seringue, c'est 6 heures. Et à ce moment, ça m'échappe pour... c'est le même pour les deux. Oui, puis AstraZeneca, c'est 6 heures aussi. Non, mais pour AstraZeneca, on n'a pas la donnée. Okay. C'est pour les deux mRNA, c'est 6 heures, mais ça compte quand vous entrez dans la vial. So it starts when you enter the vial. Okay. So even though it's 6 hours stable in the syringe, you actually start counting once you enter the vial, and that's for the 2 mRNAs. For the AstraZeneca, I don't think we know about pre-filled syringes yet. Donc, Dr. Wachowski nous apporte un bon point. On compte les 6 heures, c'est 6 heures pour Pfizer et Moderna, mais c'est après la première perforation du flacon. C'est ça qu'il faut tenir en tête, puis il faut noter sur le vial. Puis c'est 6 heures pour un vaccin préempli dans la seringue. Mais on n'a pas de données pour l'AstraZeneca. D'accord. Très bien, merci à vous deux. Et dernière question, justement dans un régime à 2 doses, donc quand on nous propose la dose de rappel, est-ce que les vaccins sont interchangeables? Très bonne question. Tout de suite, il n'existe aucune donnée provenant des essais cliniques à ce sujet. Il se peut, avec la distribution sur terrain, qu'on aura des données à ce sujet dans le futur. Puis, à ce moment, ce qui est recommandé, c'est de préférence, c'est de donner le même vaccin pour les 2 doses. Ce serait ça la recommandation qu'on fait à ce moment ici. Donc, interchanger, c'est encore trop tôt pour donner une approbation à ce sujet. Dr. Wachowski. Yeah, il y a une étude qui se fait en the United Kingdom to see whether they can be used. So the study in the United Kingdom, they're studying giving AstraZeneca first and mRNA later, or the reverse, to see if they will be interchangeable in the future. Ah, parfait. Donc, Dr. Wachowski nous partage qu'il y a une étude qui se fait au Royaume-Uni tout de suite sur l'interchangeabilité des vaccins. Donc, le vaccin vecteur viral, l'AstraZeneca, ou avec le vaccin ARNM de Pfizer ou de Moderna, soit que ce soit AstraZeneca en premier ou en deuxième et le vaccin ARNM en premier ou deuxième. Il y a une étude qui se fait tout de suite qui certainement va nous informer dans le futur. Il y a l'étude de Pfizer et le AstraZeneca. Oh, c'est pas le Moderna, excusez-moi. Je ne pense pas qu'il y a AstraZeneca in the United Kingdom. OK, so l'étude, c'est avec Pfizer et AstraZeneca. Et AstraZeneca, pas le Moderna. Oui. Okay. Formidable. Merci à vous tous d'être là avec nous aujourd'hui, Madame Anne Levance, ainsi que Madame Pascale Saint-Louis, le colonel Serge Ménard et le Dr. Brian Wachowski. Merci beaucoup de cet excellent webinaire. Vous nous avez appris énormément. Je tiens également à remercier nos collègues de l'Agence de la santé publique du Canada pour leur collaboration dans la préparation de ce webinaire. Un gros merci aussi à toute l'équipe du CCNMI. À vous, les participants, merci à chacun d'entre vous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. J'espère que les informations présentées vous seront utiles. Je vous invite à remplir une courte évaluation sur la qualité de notre prestation. Vous pouvez également nous faire part de vos impressions
en nous écrivant à nccid@humanitoba.ca. Les informations recueillies nous permettront de mieux planifier nos activités. Enfin, sachez que le CCNMI, en collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada, prépare déjà d'autres webinaires sur la COVID-19 à l'intention des fournisseurs de soins de santé qui seront diffusés tout au long du mois de mars. Rendez-vous sur ccnmi.ca pour tous les détails. Au revoir et à la prochaine.